De millionnaire à SDF, la chute inattendue d'Idriss. On raconte qu'à Pointe-Noire, certains hommes ont tout goûté. Le luxe, la gloire, les femmes, avant de disparaître dans le silence, comme si la mer elle-même les avait engloutis. Idriss en était l'un d'eux. Autrefois millionnaire adulé, il erre désormais seul, méconnaissable, perdu dans ses propres regrets. Ses pas résonnent dans les rues comme un écho de ce qu'il fut, un homme qui avait tout, mais qui choisit de tout sacrifier pour une séduction interdite. Comment ce fils de pêcheur, humble et prometteur, est-il passé de la pauvreté à une fortune immense, avant de finir ruiné et abandonné? La réponse tient dans une rencontre, une seule, qui bouleversa son destin. Une femme mystérieuse, d'une beauté troublante, surgit une nuit au bord de la mer. Une femme qui n'en était pas vraiment une. Une femme que beaucoup appellent encore aujourd'hui la sirène. Pourtant, tout avait bien commencé. Idriss n'était pas destiné à l'échec. Intelligent, ambitieux, travailleur, il avait bâti ses premiers succès grâce à sa détermination. Il avait une épouse fidèle, Clarisse, et 2 enfants qui voyaient en lui un héros. Mais la gloire et la richesse ont un prix. À force de fréquenter les boîtes VIP, les lumières du champagne et les tentations de la nuit, Idriss s'est laissé piéger par sa propre avidité. Et c'est là, dans une ambiance de musique assourdissante et de regards enflammés, qu'elle est apparue. Belle, fascinante, irréelle. Ses yeux avaient l'éclat profond de l'océan, et son sourire portait une promesse, celle d'un empire sans limite. Idriss, aveuglé, la suivit. Ce choix, il allait le payer cher. Car ce qu'il croyait être une bénédiction était en réalité un piège. Un pacte invisible, qui allait l'entraîner bien plus bas que la pauvreté qu'il fuyait tant. Car perdre de l'argent est une chose, mais perdre sa famille, son âme et sa dignité en est une autre. Voici l'histoire d'Idriss. L'histoire d'un homme qui voulut toucher le ciel, mais qui finit englouti par la mer. Le soleil se couchait sur les plages de Pointe-Noire, et Idriss observait son père tirer les filets, les mains couvertes de sel et de fatigue. Ce spectacle quotidien lui inspirait plus de révolte que de respect. À seulement 18 ans, il savait qu'il ne voulait pas finir comme cet homme qu'il aimait mais qu'il méprisait en silence, un pêcheur usé par les vagues, vivant au jour le jour. Tandis que les autres jeunes du quartier se contentaient de rêver devant les villas des expatriés, Idriss, lui, voulait franchir la grille, entrer, s'asseoir dans ses salons climatisés, et posséder cette vie. Un soir, alors qu'il rentrait du marché, Idriss aperçut une file de voitures de luxe garées devant un hôtel en bord de mer. Des hommes bien habillés en sortaient, accompagnés de femmes élégantes, parfumées, sûres d'elles. Il resta figé. Cette vision fut comme une révélation. Comment pouvait-il accepter de rester prisonnier de la pauvreté alors que, dans sa propre ville, certains vivaient comme des rois? Ce contraste brutal éveilla en lui une colère sourde. Ce n'était plus un simple rêve, mais une mission. Trouver un chemin, quel qu'il soit, pour entrer dans ce monde interdit. Toute la nuit, il ne dormit pas. Le visage de son père, épuisé par la mer, se superposait à celui des hommes souriants en costume. Son cœur oscillait entre 2 émotions, la honte de ses origines et l'obsession de la réussite. Il commença à détester la pauvreté comme une maladie contagieuse, et jura qu'il ne la laisserait jamais l'atteindre. Mais au fond de lui, une angoisse persistait, et si ce rêve était inaccessible? Et si la destinée des fils de pêcheurs était d'être condamnés à répéter la même vie, génération après génération? Le lendemain, il prit une décision radicale, il ne passerait pas sa vie sur une pirogue. Il quitta les filets et annonça à son père qu'il voulait réussir autrement. Les mots blessèrent son vieux père, mais Idriss n'avait pas l'intention de reculer. Il se mit à fréquenter les marchés, à discuter avec les commerçants, à observer comment l'argent circulait. Il se lia d'amitié avec des jeunes ambitieux, souvent critiqués pour leur audace, mais qui, comme lui, refusaient la fatalité. Idriss n'avait encore rien, mais dans son esprit, une graine venait de germer, celle d'une soif insatiable. Chaque soir, en longeant la plage, Idriss regardait la mer et murmurait « Un jour, je ne marcherai plus pieds nus. Un jour, j'aurai ma propre villa au bord de l'eau. » Ses yeux brillaient d'une détermination qui inquiétait même sa mère. Car dans cette ambition brûlait déjà une impatience dangereuse, une volonté d'obtenir vite ce que d'autres mettaient toute une vie à construire. Ce feu intérieur allait bientôt le pousser à des choix irréversibles. Car pour Idriss, chaque minute passée dans la pauvreté était une insulte. Et très vite, la vie allait lui offrir sa première opportunité. À 23 ans, Idriss n'était plus le garçon qui rêvait au bord de la mer. Il s'était forgé un nom dans les petits commerces de Pointe-Noire. On le voyait partout, livrant du poisson, organisant du transport, négociant au marché. Sa réputation grandissait, mais pour lui, ce n'était qu'un début. Pourtant, au milieu de cette course effrénée,
il fit une rencontre qui bouleversa son équilibre. Clarisse. Une jeune femme au regard doux, issue d'une famille modeste, qui semblait voir en lui non pas un futur riche, mais un homme au cœur battant. Pour la première fois, Idriss hésita. Clarisse entra dans sa vie comme un souffle de paix. Contrairement aux autres filles qui riaient de son ambition, trop grande, elle croyait sincèrement en lui. Leur relation fut rapide, intense, comme si deux âmes fatiguées de lutter s'étaient enfin trouvées. Idriss, grisé par ce soutien, décida de l'épouser malgré ses moyens limités. Le mariage fut simple, quelques proches, une salle décorée de fortune, un repas partagé. Rien de luxueux, mais plein d'amour. Peu après, Clarisse tomba enceinte, et Idriss devint père d'un petit garçon. Ce fut le plus beau jour de sa vie, mais aussi le début d'un dilemme. Idriss aimait profondément sa femme et son fils, mais dans son cœur, la frustration grandissait. Chaque fois qu'il berçait son enfant, il se demandait « Est-ce que je veux qu'il grandisse dans la même pauvreté que moi ?» Clarisse le rassurait, lui rappelait que le bonheur ne se mesurait pas en argent. Mais Idriss, obsédé par ses rêves, voyait les choses autrement. Pour lui, offrir un avenir digne à son fils signifiait conquérir la richesse. L'amour de sa famille était réel, mais déjà, il se heurtait à la soif de plus, toujours plus, qui brûlait en lui. Idriss redoubla d'efforts dans ses affaires. Il investit dans de petites pirogues pour transporter du poisson, se lança dans des partenariats avec des commerçants étrangers, et commença à circuler avec plus d'assurance dans les cercles d'affaires de la ville. Ses revenus augmentaient, mais jamais assez vite à son goût. Chaque franc qu'il gagnait était déjà projeté vers un rêve plus grand. Clarisse, enceinte de leur deuxième enfant, tentait de le ramener à la simplicité, mais Idriss regardait déjà au-delà. Sa vie de famille était stable, mais dans son esprit, la course au luxe ne faisait que commencer. Un soir, après une longue journée, Idriss rentra à la maison et trouva Clarisse endormie près de leur bébé. L'image était belle, presque sacrée. Mais son regard ne resta pas longtemps attendri. Il pensa à ces villas éclairées sur la côte, à ces hommes qui entraient dans les boîtes VIP avec des montres étincelantes. Une phrase résonna dans sa tête comme une obsession. « Je ne veux pas seulement être un bon père, je veux être un homme puissant. » À partir de ce moment, Idriss décida que rien ni personne n'allait l'arrêter. Et la nuit allait bientôt l'appeler. À 25 ans, Idriss avait déjà plus que son père n'avait jamais eu. Une petite villa en périphérie de Pointe-Noire, une femme aimante, un fils qui lui courait dans les bras. La vie semblait paisible. Mais au fond de lui, il sentait une frustration sourde. Ce soir-là, ses nouveaux amis d'affaires l'invitèrent à sortir. « Tu travailles trop, Idriss. Viens, on va t'ouvrir les vraies portes de la ville. » D'abord hésitant, il finit par accepter. Quand il franchit les portes de la boîte de nuit la plus luxueuse de Pointe-Noire, ses yeux s'écarquillèrent, il entrait dans un autre monde. Les néons rouges, la musique assourdissante, le parfum mêlé d'alcool et de sueur. Idriss fut happé. Ses amis commandèrent du champagne qu'ils débouchèrent sous les projecteurs. Les bouteilles scintillaient comme des trophées. Autour d'eux, des femmes élégantes, aux rires ensorcelants, s'approchaient avec curiosité. Idriss, encore intimidé, finit par sourire sous les regards flatteurs. C'était la première fois qu'il sentait ce mélange, admiration, tentation, pouvoir. Le contraste avec sa maison modeste et sa femme fatiguée l'attendait au fond de lui comme une comparaison cruelle. Cette nuit-là, Idriss goûta aux fruits interdits, et il sut que ce goût ne le quitterait plus. De retour chez lui, l'ivresse passée, Idriss trouva Clarisse endormie, une lampe encore allumée à côté de leur fils. La tendresse de cette scène aurait dû l'apaiser, mais au contraire, il ressentit un vide. Dans la boîte, il avait eu l'impression d'être un roi. Ici, il n'était qu'un mari et un père, enfermés dans une routine. Cette pensée le troubla, presque l'effraya. Il se coucha, mais ses rêves furent peuplés de rires féminins et de verres de champagne éclatants. Ce qu'il avait vu l'avait marqué, il voulait revenir. L'ivresse n'était pas seulement dans l'alcool, mais dans le regard des autres. Les semaines suivantes, Idriss continua ses affaires le jour, mais la nuit, il trouvait toujours une excuse pour s'éclipser. Ses amis l'entraînaient dans ce monde nocturne où l'argent se dépensait comme l'eau. Au début, il résistait, refusant de dépenser trop. Mais un soir, il céda, il paya lui-même une bouteille. La sensation fut grisante. Les regards changèrent, les femmes se rapprochèrent davantage. Idriss découvrit que l'argent pouvait acheter non seulement le plaisir, mais aussi la considération, l'envie, le pouvoir. Ce soir-là, une graine dangereuse prit racine, celle de la dépendance au prestige de la nuit. Clarisse commençait à remarquer ses absences, ses vêtements imprégnés d'odeurs étrangères, son regard parfois lointain. Elle tenta d'en parler, mais Idriss éluda, prétextant des affaires urgentes. En réalité,
il était déjà accro. Chaque nuit en boîte était une échappatoire, un rêve où il devenait l'homme qu'il voulait être, admiré, respecté, désiré. Pourtant, il ignorait qu'en ouvrant cette porte, il avait franchi une frontière invisible. La nuit venait de l'attraper, et bientôt, elle allait l'engloutir. La vie familiale qu'il avait bâtie vacillait déjà, et dans l'ombre, son destin commençait doucement à basculer. Le jour, Idriss était l'image du père modèle. On le voyait marcher main dans la main avec son fils, plaisanter avec les voisins, embrasser Clarisse avant de partir au marché. Mais la nuit, il se transformait. Les portes des boîtes VIP s'ouvraient devant lui, et son sourire changeait, ses yeux brillaient d'un éclat différent. À 27 ans, il vivait dans une frontière fragile entre deux mondes, celui de la famille et celui de la tentation. Et chaque fois qu'il franchissait la limite, il sentait que quelque chose en lui s'éloignait un peu plus de son foyer. Clarisse, enceinte de leur deuxième enfant, remarqua ses absences de plus en plus fréquentes. Les nuits blanches, les dépenses inexpliquées, les regards fuyants. Un soir, elle l'attendit éveillée et l'affronta. « Idriss, où étais-tu » Il répondit avec un sourire forcé, « Les affaires prennent du temps. » Mais elle n'était pas dupe. Derrière ces mots, il y avait une odeur de parfum étranger, un éclat de champagne encore visible sur sa chemise. Pourtant, malgré sa colère et ses larmes, Clarisse choisit de garder le silence. Elle espérait que la naissance du bébé ramènerait Idriss à la maison. Idriss se sentait déchiré. Il aimait sa famille, mais la vie nocturne le fascinait trop. Dans les boîtes, il se sentait puissant, admiré, comme si la pauvreté de son enfance n'avait jamais existé. Chez lui, il se sentait enfermé, responsable, étouffé par les cris d'enfants et les demandes quotidiennes. Cette contradiction le rongeait. La culpabilité apparaissait parfois, surtout quand il voyait Clarisse fatiguée, le ventre arrondi, veillant sur leur premier fils. Mais aussitôt, l'image des lumières, des rires et des regards féminins reprenait le dessus. Idriss était déjà prisonnier d'une addiction qu'il refusait de nommer. Lorsque leur deuxième enfant naquit, une petite fille, Idriss pleura de joie. Il promit intérieurement de se ressaisir, de donner à ses enfants une vie stable. Mais la promesse se brisa en quelques semaines. Ses amis de nuit l'appelaient, l'invitaient, lui rappelaient qu'il avait une place parmi eux. Une seule sortie, se disait-il. Puis une autre. Puis encore une. Clarisse, accaparée par le bébé, n'avait plus la force de le surveiller. Idriss profita de cette faille pour s'enfoncer davantage dans la nuit. Ses dépenses augmentaient, et son ambition se nourrissait de cette double vie toxique. Un soir, alors qu'il tenait sa fille dans ses bras, Idriss la contempla longuement. Elle dormait paisiblement, innocente. Une voix intérieure lui murmura « Tu risques de tout perdre ». Mais au lieu d'écouter, il posa le bébé dans son berceau et sortit discrètement, prétextant un rendez-vous. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec, presque définitif. Clarisse, éveillée, comprit qu'elle le perdait. Idriss, lui, n'avait plus conscience qu'un choix crucial se dessinait déjà devant lui. Car dans ces nuits de luxe et de musique, une rencontre fatale se préparait. Et cette rencontre allait tout bouleverser. À 28 ans, Idriss n'était plus un simple commerçant local. On murmurait son nom dans les couloirs des affaires à Pointe-Noire. Certains disaient qu'il avait eu de la chance, d'autres qu'il avait un flair incroyable. Mais une chose était certaine, Idriss venait d'entrer dans un monde réservé à une élite. Les contrats pétroliers et la logistique maritime, secteur dominé par les puissants, s'ouvraient mystérieusement à lui. Ses premiers gros bénéfices tombèrent comme une pluie d'or. Et bientôt, Idriss devint ce qu'il rêvait d'être depuis ses 18 ans, un homme respecté, envié, et riche, très riche. Tout commença par un partenariat inattendu avec un entrepreneur étranger. Idriss, grâce à ses contacts acquis dans les marchés et ses relations nocturnes, servit d'intermédiaire dans une affaire de transport maritime. L'opération rapporta une somme colossale. En quelques mois, il investit dans des entrepôts, des camions, et même une petite flotte de bateaux. L'argent affluait avec une rapidité vertigineuse. Ses associés le présentaient désormais comme le jeune prodige de Pointe-Noire. Idriss, qui jadis se contentait de quelques billets pour nourrir sa famille, comptait désormais ses gains en millions. Et avec cet argent, sa soif de grandeur explosa. Idriss vivait dans une euphorie constante. Chaque signature de contrat lui donnait l'impression de conquérir le monde. Il n'était plus le fils d'un pêcheur pauvre, il était devenu un acteur du grand jeu. Mais cette ascension rapide nourrissait aussi son orgueil. Il se mit à mépriser ceux qui n'avaient pas réussi, y compris parfois sa propre famille. Clarisse, toujours simple et dévouée, ne comprenait pas ce nouveau visage d'Idriss. Elle voulait célébrer en famille,
lui voulait célébrer en boîte, entouré de musique assourdissante et de femmes fascinées par sa réussite. L'amour céda la place à la fierté. Fort de ses millions, Idriss acheta une villa somptueuse en bord de mer, fit l'acquisition de voitures de luxe et s'habilla désormais comme les hommes qu'il admirait autrefois de loin. Dans les cercles d'affaires, il n'était plus l'invité, mais l'hôte. Dans les boîtes de nuit, il n'était plus un client, mais une attraction. Les serveurs retenaient son nom, les DJ le saluaient au micro, les femmes se bousculaient pour s'asseoir à sa table. Chaque dépense, chaque bouteille de champagne commandée n'était pas seulement un plaisir, mais une affirmation, Idriss était arrivé. Et il n'avait plus l'intention de redescendre. Mais derrière les applaudissements et les regards admiratifs, une faille invisible se creusait. Clarisse se sentait de plus en plus seule, comme une étrangère dans la vie de son propre mari. Idriss, grisé par son succès, ne voyait pas qu'il construisait un palais fragile, bâti sur son orgueil et ses désirs. Car dans cette euphorie, il ignorait que la nuit n'avait pas encore montré son vrai visage. Ce monde de luxe et de gloire qu'il croyait dominer allait bientôt l'exposer à une rencontre qu'aucun contrat ne pouvait acheter, et dont il ne pourrait jamais se libérer. À 29 ans, Idriss vivait une vie dont il avait jadis seulement rêvé sur les plages de Pointe-Noire. Sa villa en bord de mer brillait la nuit, ses voitures luxueuses attiraient les regards partout où il passait, et ses voyages entre Brazzaville, Dubaï et Abidjan faisaient de lui une légende locale. Chaque retour en ville ressemblait à une parade. Mais cette gloire avait un prix invisible. Idriss n'était plus seulement un homme riche, il devenait une icône. Et avec cette transformation, une ivresse plus dangereuse que l'alcool s'empara de lui, la certitude qu'il était invincible. Les soirées en boîte n'étaient plus des distractions, mais des scènes où Idriss jouait le rôle principal. Il arrivait entouré, commandait les bouteilles les plus chères, faisait distribuer des billets aux serveurs. Les femmes le suivaient, séduites par sa puissance. L'alcool coulait à flot, les nuits s'étiraient jusqu'à l'aube, et Idriss se nourrissait de cette admiration. Plus il dépensait, plus il se sentait respecté. Sa réputation dépassait les murs des clubs. On parlait de lui dans les journaux, dans les rues, dans les bureaux d'affaires. Idriss n'était plus un simple millionnaire, il était devenu un mythe vivant. Cette adoration renforça son ego. Idriss se mit à croire qu'aucune force ne pouvait l'arrêter. Il riait du passé, méprisait les conseils de Clarisse, ignorait les regards implorants de ses enfants. Pour lui, ils étaient devenus des freins à sa gloire. Ses nuits l'exaltaient, ses journées l'ennuyaient. Même ses associés remarquaient son arrogance grandissante, mais Idriss ne les écoutait pas. Il pensait que la chance lui était destinée, que le monde entier devait plier devant ses désirs. Ce sentiment d'invincibilité l'éloignait non seulement de sa famille, mais aussi de sa propre humanité. Idriss devenait un autre homme. Porté par son orgueil, Idriss multiplia les acquisitions. Une deuxième villa, des voitures supplémentaires, des voyages exotiques avec des femmes qu'il ne connaissait parfois que depuis quelques jours. Clarisse tenta une dernière fois de lui parler. « Tu changes, Idriss, tu nous perds. » Mais il balaya ces mots d'un rire amer. Son cœur s'endurcissait. Il passa de l'ambition légitime à une addiction au luxe et à la reconnaissance. Chaque fête devenait un rituel, chaque dépense une offrande à son propre ego. Et sans le savoir, il ouvrait la porte à une rencontre qui allait bouleverser toute sa vie. Car au cœur de cette spirale d'excès, une nuit différente se préparait. Dans une boîte au bord de la mer, alors que la musique battait plus fort que jamais et que l'alcool brouillait ses pensées, Idriss croisa un regard qu'il n'oublierait jamais. Un regard étrange, profond, presque surnaturel. Ce n'était pas celui d'une femme ordinaire. Ce regard contenait une promesse et une menace. Idriss ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, il ne buvait pas seulement du champagne. Il s'apprêtait à goûter aux fruits d'un pacte invisible, un pacte qui allait marquer le début de sa chute. La mer grondait au loin, comme si elle voulait couvrir la musique assourdissante de la boîte. Idriss, déjà ivre de champagne, riait entouré de ses habituelles conquêtes, quand soudain tout sembla s'arrêter. Ses yeux accrochèrent une silhouette près du bar. Une femme. Pas comme les autres. Son aura semblait détacher la lumière des néons pour la plier autour d'elle. Son regard était profond comme l'océan, et ses mouvements, gracieux, irréels. Idriss sentit son cœur battre plus fort. Il ne comprenait pas pourquoi, mais en la voyant, il eut l'impression que la nuit entière s'inclinait devant sa présence. Elle s'avança lentement, ses pas résonnant dans l'esprit d'Idriss comme une mélodie secrète. Sa robe bleu sombre semblait faite d'écume et ses cheveux brillaient comme s'ils étaient encore humides de mer. Elle ne souriait pas, mais ses yeux l'appelaient. Idriss, qui d'ordinaire dominait toutes les conversations, resta muet. Elle s'assit en face de lui sans qu'il ait invité, posa un doigt délicat sur son verre et murmura « Tu n'as encore rien vu. La vraie richesse t'attend. » Ces mots étaient doux, mais lourds,
comme une promesse empoisonnée. Idriss sut alors qu'il ne pouvait plus détourner les yeux. Un frisson parcourut Idriss. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentit plus maître de la situation. Il avait l'habitude de séduire, de contrôler, mais face à elle, il était comme un enfant. Son parfum marin emplissait ses poumons, sa voix résonnait dans sa tête. Une part de lui voulait fuir, l'autre voulait se noyer dans ses yeux. Il tenta de plaisanter, mais sa voix trembla. C'était comme si elle lisait ses pensées, comme si elle connaissait ses blessures cachées et ses désirs les plus sombres. Idriss sentit qu'il basculait dans un piège invisible. Ignorant l'angoisse qui grandissait en lui, Idriss choisit de rester. Il commanda une nouvelle bouteille, mais cette fois, ce n'était pas pour impressionner la salle, c'était pour la retenir, elle. Toute la soirée, il oublia ses amis, ses affaires, jusqu'à même oublier Clarisse et ses enfants. Il n'y avait plus qu'elle. À mesure que la nuit avançait, il s'approcha davantage, absorbé par ses paroles mystérieuses. « Je peux t'offrir plus que ce que tu n'as jamais imaginé, mais il faudra me suivre sans retour. » Idriss, ivre d'orgueil et de désir, acquiesça sans poser de questions. Lorsqu'il quitta la boîte au petit matin, Idriss n'était plus le même homme. La silhouette de cette femme le hantait, son parfum collait à sa peau, et ses mots résonnaient comme une prophétie. Il ne savait même pas son nom, mais il avait la certitude que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Car cette rencontre n'était pas un hasard. C'était une invitation. Une invitation vers un monde plus sombre, plus profond, et beaucoup plus dangereux. Et déjà, dans les vagues qui s'écrasaient sur la côte, on aurait dit que la mer elle-même ricanait. Chaque nuit, Idriss retrouvait la mystérieuse femme comme on retrouve une drogue interdite. Elle apparaissait tantôt dans les boîtes, tantôt dans des lieux improbables, au bord de la plage, à l'arrière d'une voiture de luxe, ou dans un hôtel discret. Toujours vêtue d'élégance, toujours parfumée de mer. Idriss vivait désormais pour ses rencontres. Quand elle parlait, le monde autour de lui disparaissait. Sa famille, ses affaires, tout s'effaçait derrière l'éclat hypnotisant de sa voix. Peu à peu, Idriss n'était plus un millionnaire libre, mais un prisonnier volontaire. Et dans ses chaînes, il trouvait une étrange jouissance. Un soir, alors qu'il marchait au clair de lune sur la plage de Pointe-Noire, elle lui murmura « Tout ce que tu possèdes n'est qu'un début. Je peux t'ouvrir des portes que même tes millions n'oseraient rêver. Mais pour cela, il faudra me donner plus que ton argent. » Idriss, fasciné, osa demander « Que veux-tu » Elle sourit, mais ce sourire n'était pas humain. « Moi seul. Ton âme, ta fidélité, ton obéissance. Rien d'autre ne doit compter. » Ces mots résonnèrent comme une sentence. Et sans réfléchir, ivre d'ambition, Idriss acquiesça. Ce fut le début de sa servitude. À partir de cette nuit, Idriss changea profondément. Son esprit ne pensait qu'à elle. Il rêvait de ses yeux, de ses promesses, et se réveillait avec le besoin de la revoir. Clarisse, de son côté, remarqua son absence constante, ses gestes devenus mécaniques, son regard vide lorsqu'il rentrait à la maison. Idriss ne riait plus avec ses enfants, il ne répondait plus aux questions de sa femme. Il était là sans être là. Mais au fond de lui, une lutte silencieuse se jouait. Il savait qu'il s'enfonçait dans quelque chose de sombre, mais il ne pouvait plus reculer. Pour plaire à la sirène, Idriss coupa progressivement ses liens familiaux. Les repas en famille devinrent rares, les câlins aux enfants inexistants, et les disputes avec Clarisse violentes. Il dépensait des sommes folles pour ses rendez-vous secrets, achetait des cadeaux qu'il n'offrait qu'à elle. Ses associés eux-mêmes commencèrent à s'inquiéter de ses absences répétées, mais Idriss s'en moquait. Sa vie avait désormais un seul centre, cette femme sortie des profondeurs. Elle lui promettait encore plus de richesses, mais exigeait un prix, se détacher de tout ce qui l'ancrerait à une autre réalité que la sienne. Un soir, Clarisse l'attendit encore une fois, espérant une explication. Idriss rentra tard, parfumé d'embrun et d'alcool. Lorsqu'elle lui demanda « Où étais-tu » il la fixa froidement et répondit « Là où tu ne peux pas me suivre ». Ces mots glacèrent son cœur. Clarisse comprit qu'il l'avait perdue avant même de partir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Idriss venait de franchir une frontière invisible. Désormais, il n'était plus seulement un homme infidèle, il appartenait à une entité qui le dévorait lentement. Et la mer, cette nuit-là, rugissait comme pour sceller un pacte silencieux. Cette nuit-là, Idriss ne retrouva pas la sirène dans une boîte. Elle l'appela par un simple message « Viens seul, au bord de la mer ». Obéissant sans réfléchir, il se rendit sur une plage isolée. Le vent soufflait fort, les vagues frappaient avec violence. Idriss attendit, nerveux, quand soudain il la vit apparaître. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ses pas ne laissaient aucune trace dans le sable. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange,
presque inhumaine. Idriss, pour la première fois, sentit la peur lui serrer la gorge. La femme qu'il croyait séduire n'était pas ce qu'elle semblait. Elle s'avança lentement, son regard fixé sur lui. Puis, d'une voix grave et envoûtante, elle murmura « Tu crois me connaître, mais tu n'as encore rien vu. » Alors, devant ses yeux écarquillés, elle se transforma. Ses jambes devinrent écailleuses, ses cheveux semblèrent flotter comme sous l'eau, et son parfum marin se transforma en une odeur salée et suffocante. Idriss recula, mais ses pieds restaient figés dans le sable, comme cloués par une force invisible. « Je viens des profondeurs, Idriss. Tu m'as déjà choisi en me suivant. Maintenant, choisis entièrement, ou perds tout ce que tu crois posséder. » Idriss tremblait. Une part de lui voulait fuir en courant, mais il en était incapable. La fascination qui l'avait attiré vers elle s'était muée en terreur. Son cœur battait à tout rompre, et pourtant, une voix en lui répétait qu'il n'avait pas d'autre issue. Était-il en train de devenir fou? Tout ce qu'il avait toujours voulu, argent, pouvoir, respect, se trouvait soudain suspendu à cette créature. Son esprit rationnel criait « non », mais son ambition murmurait « oui ». Il se rendit compte que, depuis le début, il était déjà pris dans ses filets. La sirène s'approcha encore, ses yeux scintillants comme deux abysses. « Je t'offre la richesse éternelle, des contrats illimités, une puissance au-delà de tes rêves. Mais en échange, Idriss, tu dois me donner ton essence. Renie ce qui t'ancre au monde, ta femme, tes enfants, tes racines. Tu seras mien, corps et âme. » Idriss sentit la sueur couler sur son front. Dans un souffle, il demanda « Et si je refuse ?» Elle sourit, dévoilant des dents trop blanches, trop parfaites. « Alors la mer reprendra tout ce qu'elle t'a donné. » La menace planait, implacable. Idriss, le millionnaire respecté, se tenait là, réduit à un enfant face à une entité surnaturelle. Il baissa les yeux, incapable de répondre. Son silence valait déjà acceptation. La sirène posa une main glacée sur son torse, et il sentit une décharge parcourir tout son être. « Tu as choisi, » dit-elle simplement. Puis elle disparut dans les vagues, ne laissant derrière elle qu'un silence lourd. Idriss resta seul sur la plage, tremblant, le souffle court. Mais au fond de lui, il le savait, il venait de signer un pacte invisible. Et ce pacte ne connaissait aucun retour. Le lendemain de cette nuit étrange, Idriss reçut un appel inattendu. Un contrat colossal venait d'être validé, multipliant ses revenus par 10. Les jours suivants, d'autres affaires s'ouvraient comme par magie, comme si la chance le suivait pas à pas. Idriss se sentit invincible, comblé, comme porté par une force invisible. Mais en même temps, des ombres commençaient à apparaître autour de lui. Ses nuits étaient hantées de cauchemars marins, vagues déchaînées, mains glacées tirant son corps vers les profondeurs. Chaque matin, il se réveillait en sueur, mais l'appel de l'argent était plus fort que ses peurs. Clarisse remarqua rapidement les changements. Son mari n'était plus seulement distant, il était devenu glacial. Ses yeux, autrefois vifs, semblaient parfois vides, comme possédés par une autre présence. Les disputes se multiplièrent, jusqu'au jour où Idriss, excédé, l'expulsa de la chambre conjugale. « Tu ne comprends rien à ma vie, Clarisse. Tu me tires vers le bas, » cria-t-il. Elle pleura en silence, mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose de plus grand que l'infidélité était en jeu. Idriss n'était plus seulement un homme égaré, il appartenait désormais à une force obscure qui le dévorait peu à peu. Idriss, lui, choisit d'ignorer ces signes. À chaque nouveau contrat signé, à chaque villa achetée, il se convainquait que sa voie était la bonne. Pourtant, son reflet dans le miroir le troublait. Parfois, il croyait voir derrière son épaule l'ombre de la sirène, l'observant avec un sourire. Il chassait cette vision d'un rire nerveux et reprenait ses affaires. Mais au fond de lui, une peur grandissait. La richesse venait trop facilement, trop vite, et toujours accompagnée d'un frisson glacial. Il refusait de l'admettre, mais il savait que le prix du pacte commençait déjà à se révéler. Au lieu de ralentir, Idriss accéléra encore plus. Il organisa des fêtes plus somptueuses, acheta des voitures de collection et s'entoura d'hommes et de femmes qu'il admirait pour son argent. Ses enfants, qu'il voyait à peine, ne représentaient plus rien pour lui. Quand Clarisse osa lui rappeler ses responsabilités, il la fit taire d'un regard froid. « Tu n'es qu'un poids mort. » Ces paroles brisèrent son foyer. Mais Idriss n'en avait cure. Tout ce qui comptait, c'était de plaire à la sirène, de se prouver qu'il était digne de ses promesses. Le piège se refermait lentement, et il ne résistait pas. Pourtant, la richesse qui l'enveloppait avait une odeur étrange, celle du sel et du sang. Ses associés commencèrent à avoir des accidents mystérieux, certains perdirent leur fortune du jour au lendemain. Idriss, lui, prospérait toujours,
comme s'il se nourrissait des malheurs des autres. Mais ses cauchemars devenaient insupportables. Il entendait la voix de la sirène, répétant inlassablement « Tu es à moi ». Et chaque matin, il sentait cette phrase peser un peu plus lourd sur son âme. Idriss ne le savait pas encore, mais le pacte qu'il avait embrassé allait bientôt réclamer son vrai prix. À 32 ans, Idriss vivait dans un faste que même les anciens magnats de Pointe-Noire enviaient. Sa villa au bord de l'océan ressemblait à un palais moderne. Ses voitures s'alignaient comme des trophées et ses voyages l'emmenaient dans les plus grandes capitales du monde. Aux yeux du public, il incarnait la réussite africaine, un modèle de réussite fulgurante. Mais derrière ce masque, Idriss n'était plus l'homme qu'il avait été. Chaque sourire, chaque geste, chaque décision semblait guidée par une seule présence, la sirène. Elle avait cessé d'être une amante, elle était devenue son impératrice invisible. Clarisse tenta une dernière fois de le raisonner. Elle arriva un soir avec leurs enfants, espérant raviver en lui l'amour paternel. Idriss les reçut dans le salon glacé de sa villa, mais son regard était étranger. Leur fils s'approcha timidement. « Papa, joue avec moi. » Idriss le repoussa d'un geste impatient. Clarisse, les larmes aux yeux, supplia « Tu ne vois pas que tu nous perds. » Mais au lieu de tendre la main, Idriss les chassa. « Partez. Vous m'empêchez d'avancer. » Les enfants sanglotèrent, Clarisse s'effondra, mais Idriss resta impassible. La sirène l'attendait, et il choisit son empire imaginaire. Cette scène le hantrait plus tard, mais sur le moment, Idriss se sentit libéré. Comme si renier sa famille l'avait allégé d'un poids inutile. Chaque nuit passée avec la sirène renforçait son obsession. Elle lui parlait de royaumes marins, de pouvoirs invisibles, d'un trône qu'il devait conquérir. Idriss la croyait aveuglément. Dans ses bras, il oubliait tout, ses origines, ses responsabilités, son humanité. Mais au fond de son âme, une petite voix criait encore, une voix qui l'étouffait sous le bruit des fêtes, de l'alcool et des promesses de grandeur. Cette voix, c'était sa conscience, déjà à l'agonie. Idriss redoubla de faste et d'extravagance. Il organisa des soirées où coulaient des dizaines de bouteilles de champagne, dépensait des sommes faramineuses pour impressionner ses invités, exhibait ses richesses comme des armes. La sirène, toujours présente, observait dans l'ombre, ses yeux luisants comme deux abysses. Plus il lui offrait de sacrifices, son temps, son argent, sa famille, plus elle semblait rayonner. Idriss croyait encore dominer ce jeu, mais en vérité, il n'était qu'un pantin. Ses affaires prospéraient encore, mais déjà, les fissures se dessinaient dans son empire. Et l'océan, chaque nuit, grondait plus fort sous ses fenêtres. Un soir, alors qu'il contemplait ses richesses depuis sa terrasse, Idriss sentit un malaise étrange. Sa poitrine se serra, son souffle devint court, et pendant un instant, il crut entendre des rires féminins venant des vagues. Lorsqu'il se retourna, la sirène était là, silencieuse, l'observant avec ce sourire énigmatique. « Tout cela est à toi, » dit-elle doucement. Mais dans son regard, Idriss lut une vérité qu'il n'osa affronter. Tout cela ne lui appartenait pas vraiment. Il n'était qu'un locataire temporaire d'une gloire empruntée. Et bientôt, le prix réel allait commencer à tomber, morceau par morceau. À 33 ans, Idriss croyait encore être au sommet. Mais derrière les murs dorés de sa villa, les premières fissures s'ouvraient. Ses comptes, autrefois gorgés de millions, commençaient à montrer des retraits inexpliqués. Ses associés parlaient de lui dans son dos, certains signaient des contrats sans l'avertir. Idriss, habitué à la victoire facile, ne comprenait pas. Chaque fois qu'il tentait de réagir, un nouvel obstacle surgissait, un container bloqué, un contrat annulé, une dette qui réapparaissait. La chance qu'il avait portée semblait se retourner contre lui. Et pour la première fois, Idriss sentit le vertige de la chute approcher. Il alla chercher du réconfort auprès de la sirène. Mais la créature, autrefois douce et envoûtante, avait changé. Ses yeux n'avaient plus l'éclat séduisant d'avant, mais une dureté glaciale. « Tu as ce que tu voulais, Idriss. Pourquoi trembles-tu » lui dit-elle, d'une voix presque moqueuse. Quand il osa se plaindre de ses pertes, elle éclata de rire. « Tu crois encore que cette richesse est tienne ? Tu n'es qu'un dépositaire. Tout ce qui vient de moi peut repartir. » Ces mots le brisèrent. Idriss comprit qu'il n'avait jamais été un roi, mais un simple pion dans un jeu qui le dépassait. Le doute s'installa dans son esprit comme un poison. Idriss, autrefois sûr de lui, se mit à douter de tout, de ses amis, de ses employés, même de sa propre mémoire. Il se réveillait la nuit trempé de sueur, entendant des chuchotements étranges dans sa villa vide. Parfois, il croyait voir des silhouettes aquatiques glisser dans ses couloirs. Chaque regard de la sirène le glaçait davantage, comme si elle se nourrissait de sa peur. Mais malgré son angoisse,
Idriss n'osait pas rompre avec elle. Car au fond de lui, il savait qu'elle tenait déjà son âme entre ses mains. Au lieu de se recentrer ou de chercher l'aide de sa famille, Idriss fit ce qu'il savait faire de mieux, dépenser pour masquer ses blessures. Il organisa encore des fêtes, même quand ses finances commençaient à fléchir. Il distribua de l'argent pour acheter des loyautés fragiles. Mais rien n'y faisait. Ses associés se détournaient de lui, certains l'accusaient même de trahison. Clarisse, de loin, apprenait sa déchéance et priait pour qu'il ouvre enfin les yeux. Mais Idriss, prisonnier de sa fierté, refusait de voir qu'il n'était plus un maître, mais un esclave dont la couronne se fissurait. Une nuit, alors qu'il cherchait la sirène pour implorer son aide, il la trouva assise au bord de sa piscine. Mais ce n'était plus la femme séduisante qui l'avait charmé. Ses traits semblaient déformés, son regard était cruel, presque inhumain. Elle ne lui adressa que 3 mots. « Tu es fini. » Puis, elle disparut dans l'eau, laissant Idriss seul, glacé, terrifié. Il comprit alors que son empire, sa fortune, sa gloire, tout cela n'était qu'un prêt. Et désormais, l'heure du remboursement approchait. Le compte à rebours de sa chute venait de commencer. À 34 ans, Idriss n'était plus le millionnaire adulé de Pointe-Noire. Sa villa, autrefois illuminée comme un phare, était maintenant vide, ses volets fermés, mis en vente par la banque. Ses voitures, symboles de sa gloire, avaient été saisies une à une. Les hommes qui l'entouraient pour profiter de son champagne avaient disparu, remplacés par des créanciers impitoyables. Idriss marchait désormais dans les rues qu'il traversait autrefois en 4x4, tête basse, les vêtements froissés. Chaque regard posé sur lui était un rappel cruel, la chute d'un roi est toujours plus bruyante que son ascension. Dans ce désert de solitude, une seule pensée l'obsédait, Clarisse. Peut-être, se disait-il, qu'elle seule pouvait encore lui tendre la main, lui pardonner, lui rappeler qu'il était autre chose qu'un pantin de la sirène. Un soir, il se rendit dans la maison modeste où elle vivait désormais avec leurs enfants. Il resta un moment devant la porte, hésitant, avant de frapper. Quand Clarisse ouvrit, elle eut un choc. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le millionnaire arrogant, mais une épave, au regard vide et au corps amaigri. Idriss, brisé, murmura seulement « Pardonne-moi ». Clarisse sentit son cœur se serrer, mais ses souvenirs revinrent comme une tempête. Les humiliations, les nuits d'angoisse, les pleurs des enfants. Elle n'oubliait pas comment Idriss les avait chassés pour courir après une illusion. Son fils, resté derrière elle, demanda timidement « Maman, c'est papa ». Clarisse détourna les yeux. Elle avait appris à survivre sans lui, à protéger ses enfants de son ombre. Idriss, face à ce silence glacial, sentit sa gorge se nouer. Pour la première fois, il comprit que tout l'argent du monde ne pouvait racheter ce qu'il avait brisé. Sa famille n'était plus à lui. Idriss tomba à genoux, suppliant, les larmes coulant sur son visage. « Je peux changer, je te jure, reprends-moi, reprends-moi » Clarisse secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Tu nous as déjà perdus. » Puis, dans un geste ferme, elle referma la porte, le laissant seul dans la nuit. Idriss resta là, frappant encore, criant le nom de ses enfants, mais personne ne répondit. Les voisins observaient de loin, certains secouant la tête avec mépris. L'homme qu'ils admiraient autrefois n'était plus qu'un spectacle pathétique. Et Idriss, effondré sur le sol, sentit qu'il venait de perdre bien plus que sa fortune. Rejeté par la seule femme qui aurait pu l'apaiser, Idriss erra dans les rues jusqu'à l'aube. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Ses rêves de gloire s'étaient envolés, ses enfants grandissaient loin de lui, et la sirène, elle, s'était volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Mais dans son cœur, il savait qu'elle n'avait pas disparu. Elle l'observait, elle riait de sa chute, invisible dans les vagues. Idriss, brisé, comprit que ce n'était que le début. Car après la perte des biens matériels et de sa famille, le pacte allait réclamer quelque chose de bien plus terrible. Autrefois, les rues de Pointe-Noire résonnaient de son nom prononcé avec admiration. Aujourd'hui, elle chuchotait son histoire comme une malédiction. Idriss n'était plus le millionnaire flamboyant, mais un homme errant, ses vêtements usés, ses cheveux en bataille, ses yeux rougis par l'alcool et les nuits sans sommeil. Chaque coin de rue lui rappelait ce qu'il avait perdu. Les restaurants où il offrait des banquets, les clubs où on criait son nom, les hôtels où il exhibait son pouvoir. Désormais, tout cela n'était plus qu'un souvenir cruel. Et partout où il passait, on pointait du doigt son effondrement. Ses anciens amis, ceux qui riaient autrefois à ses côtés, ne lui adressaient plus la parole. Certains, pire encore, ricanaient en le voyant. « Regardez le roi déchu », disait-il. Idriss serrait les poings, mais il n'avait plus ni argent ni force pour répondre. Les créanciers le harcelaient, lui laissant à peine le temps de respirer. Sa villa vendue,
il se retrouvait hébergé dans de petites chambres miteuses, incapable de payer son loyer. Mais le plus cruel était ailleurs. La sirène, celle pour qui il avait tout sacrifié, avait disparu. Aucune apparition, aucune voix, aucun parfum marin. Rien. Cette absence le déchira plus que tout. Idriss se rendit plusieurs nuits de suite au bord de la mer, espérant la revoir. Il hurlait son nom dans le vent, mais seules les vagues répondaient. Parfois, il croyait apercevoir une silhouette dans l'écume, mais dès qu'il clignait des yeux, il ne restait que le vide. Alors il comprit, elle avait terminé son œuvre. Elle l'avait enchaîné, nourri d'illusions, puis abandonné une fois son âme brisée. Cette révélation fit basculer Idriss dans une solitude encore plus profonde. Il n'était plus qu'un homme vidé, une coquille errante dans sa propre ville. Idriss cessa de se battre. Il n'essaya plus de sauver ses affaires, ni de reconquérir sa famille, ni même de retrouver ses anciens amis. Il passait ses journées à errer, ses nuits à boire, parfois allongé sur les bancs face à l'océan. Les passants ne le reconnaissaient plus, ou alors avec un dégoût silencieux. Lui qui avait possédé des villas et des voitures, n'avait plus rien, pas même sa dignité. Mais ce qui le rongeait le plus, ce n'était pas la pauvreté. C'était la conscience de tout ce qu'il avait détruit de ses propres mains. Un soir, alors qu'il fixait la mer, Idriss entendit dans son esprit une voix lointaine, glaciale. « Je t'avais prévenu, tu es à moi. » Il se leva brusquement, scrutant les vagues, mais il n'y avait rien. Le silence pesait, brisé seulement par le ressac. Ce fut la dernière fois qu'il sentit la présence de la sirène. Elle avait disparu à jamais, le laissant seul avec ses ruines. Idriss, le roi déchu, comprit alors que son enfer ne serait pas une mort rapide, mais une vie interminable de regrets et d'humiliation. Et le pire restait encore à venir. Assis sur un vieux banc face à l'océan, Idriss fixait l'horizon comme un condamné fixant sa propre tombe. Ses mains tremblaient, son souffle était court, et ses yeux fatigués reflétaient une douleur qui ne s'effacerait jamais. Les vagues roulaient sans cesse, comme pour lui rappeler le pacte qu'il avait scellé. Chaque ressac semblait murmurer son histoire, chaque vent marin lui soufflait son échec. Il n'était plus qu'une ombre, mais une ombre hantée par ses propres souvenirs. Car désormais, ses pires ennemis n'étaient plus les créanciers ou les moqueries, mais les fantômes de son passé qu'il ne pouvait fuir. Une nuit, il rêva de son père, le vieux pêcheur qu'il avait jadis méprisé. Dans ce rêve, il le voyait tirer ses filets, le visage marqué mais apaisé. Puis apparut Clarisse, tenant leurs enfants par la main, souriant malgré la modestie de leur vie. Idriss se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il comprit alors la vérité qu'il avait toujours refusée. La pauvreté n'avait jamais été une malédiction. C'était son avidité, son obsession du luxe et de la reconnaissance, qui l'avait détruit. Cette révélation fut comme un poignard enfoncé dans sa poitrine. Il avait tout sacrifié pour rien. Le poids de cette prise de conscience l'écrasa. Idriss se revit à 18 ans, jurant de ne jamais finir pêcheur. Il se revit à 25 ans, tenant son premier fils dans ses bras. Il se revit à 30 ans, chassant Clarisse et ses enfants de sa villa pour courir après une illusion. Chacun de ses souvenirs lui revenait comme une gifle. Ses mains, qui autrefois signaient des contrats de millions, ne tenaient plus qu'une bouteille vide. Son regard autrefois admiré n'attirait plus que pitié. Et dans ce silence, il entendait encore la voix de la sirène, « Tu es à moi ». Idriss tenta de lutter contre cette emprise invisible. Il retourna plusieurs fois au bord de la mer, criant dans le vent, suppliant qu'on lui rende sa liberté. Mais l'océan restait indifférent, implacable. Alors, il se mit à écrire, griffonnant sur des feuilles sales les souvenirs de sa vie, comme pour se délester d'un poids. Chaque mot qu'il couchait était une confession, une tentative désespérée de sauver ce qui restait de son âme. Mais au fond, il savait qu'il écrivait pour rien. Ces mots n'étaient pas un salut, mais un cri lancé dans le vide. Une nuit, alors qu'il s'endormait à même le sol, Idriss eut une vision cauchemardesque. La sirène apparut devant lui, magnifique mais monstrueuse, ses yeux flamboyants d'un éclat cruel. Elle éclata de rire, un rire qui résonna comme un tonnerre, se répercutant dans les murs de son esprit. Puis elle lui montra son propre reflet, un vieillard brisé, sale, oublié de tous. Idriss hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Lorsqu'il se réveilla en sursaut, le rire résonnait encore dans son crâne. Il sut alors que son supplice ne faisait que commencer. La fin approchait. À 35 ans, Idriss n'était plus qu'un nom murmuré avec mépris dans les rues de Pointe-Noire. Ses villas appartenaient désormais à d'autres, ses voitures rouillaient dans les garages de créanciers, et ses anciens associés prétendaient ne jamais l'avoir connu. Même ses enfants, protégés par Clarisse, avaient appris à vivre sans lui. Idriss errait seul, vêtu de haillons, le regard éteint. Les passants détournaient les yeux,
comme si sa simple présence était une malédiction. Lui qui avait jadis dominé les lumières des boîtes et l'admiration des foules, n'était plus qu'une ombre, oubliée et méprisée. Un après-midi, alors qu'il tentait de mendier quelques pièces près du port, un vieil ami d'enfance passa devant lui. Idriss leva les yeux, plein d'espoir, mais l'homme détourna le regard, honteux de le reconnaître. Cette humiliation acheva de briser son cœur. Personne ne voulait plus l'écouter, personne ne voulait croire à son histoire de sirène, de pacte et de malédiction. Pour eux, Idriss n'était qu'un exemple de plus, un homme trop gourmand, trop arrogant, détruit par ses propres excès. Mais au fond de lui, Idriss savait que la vérité était bien plus sombre. La solitude devint son unique compagne. Il passait ses nuits à fixer l'océan, espérant revoir une dernière fois celle qui avait tout déclenché. Mais la sirène ne réapparut jamais. Seul son rire résonnait encore dans ses cauchemars, comme un rappel cruel. Idriss se rendit compte qu'il ne la haïssait même pas, il la désirait encore, malgré tout. Cette dépendance, plus forte que la faim ou la soif, était sa véritable prison. Mais en même temps, il comprenait que tout avait toujours été de sa faute. La sirène n'avait fait que nourrir une avidité qu'il portait déjà en lui. Un soir, affaibli et épuisé, Idriss s'avança vers la plage où tout avait commencé. Le sable était froid, les vagues frappaient avec une régularité implacable. Il s'assit, la tête entre les mains, et murmura « J'ai tout perdu, mais peut-être que quelqu'un comprendra ». Ces mots se perdirent dans le vent. Puis, lentement, il grava quelques phrases dans le sable humide, comme un dernier message « La richesse est un piège. J'ai vendu mon âme pour une illusion. Ne suivez pas mon chemin ». Quand la vague suivante vint effacer ces mots, Idriss sut qu'il venait de disparaître pour de bon. Le lendemain, personne ne chercha Idriss. Sa disparition passa inaperçue, comme celle de tant d'hommes avant lui. Seule la mer semblait se souvenir. Ces vagues roulaient avec une intensité particulière, et certains pêcheurs jurèrent avoir entendu des rires étouffés dans le tumulte. Peut-être était-ce le vent. Peut-être pas. Mais depuis ce jour, dans les boîtes de Pointe-Noire, on raconte encore l'histoire d'un millionnaire tombé amoureux d'une femme trop belle pour être humaine. Et chaque fois que la mer brille d'un éclat étrange la nuit, les anciens murmurent « La sirène veille encore ». Et Idriss n'était qu'une proie parmi d'autres. Idriss avait cru échapper à la pauvreté, mais en réalité, il avait couru droit vers une prison plus terrible encore. Enfant, il pensait que la misère de son père était une malédiction. Adulte, il découvrit que la vraie malédiction n'était pas la pauvreté, mais son avidité dévorante. La sirène n'avait fait que tendre un miroir à ses désirs les plus sombres, et il avait choisi de s'y perdre. Pendant quelques années, il goûta au faste, villa étincelante, voiture rutilante, voyage aux quatre coins du monde. Mais cette gloire n'était qu'un mirage. En reniant Clarisse, en chassant ses enfants, Idriss avait déjà signé son arrêt de mort. Le pacte avec la sirène n'était pas écrit sur du papier, mais dans ses choix, ses trahisons, son orgueil. Et le prix, il le paya jusqu'à la dernière goutte de son âme. Quand la fortune s'effondra, Idriss voulut revenir en arrière, supplier, réparer. Mais il était trop tard. Clarisse avait appris à vivre sans lui, ses enfants grandissaient loin de son ombre, et ses anciens amis s'étaient volatilisés. Il n'était plus qu'un nom honteux, un exemple cité comme mise en garde, regardez ce qui arrive à ceux qui veulent trop briller. Sa fin fut silencieuse. Pas d'explosion, pas de scandale, seulement l'oubli. Il disparut dans les rues de Pointe-Noire comme une ombre qui s'efface. Et la mer, elle, continua de gronder. Certains disent qu'on peut encore entendre son rire mêlé à celui de la sirène, porté par le vent nocturne. L'histoire d'Idriss n'est pas seulement celle d'un homme qui a perdu sa fortune. C'est l'histoire d'un homme qui a vendu son âme pour une illusion. Une leçon pour tous ceux qui croient que la richesse et le luxe peuvent remplacer l'amour, la dignité et la paix intérieure. Car la sirène veille toujours. Et à chaque génération, il y aura un nouvel Idriss prêt à tomber dans ses filets. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner pour ne rien manquer, et surtout, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous suivez. Votre voix compte, et ensemble nous ferons vivre ces histoires jusqu'aux quatre coins du monde.